Bonsoir à toutes et à tous, Tribun, saison 2, épisode 18, et quel épisode, top générique. Merci d'être avec nous ce soir pour une édition spéciale consacrée évidemment à la crise politique majeure, et c'est qu'à de le dire, qui traverse la France depuis dimanche soir, et l'annonce du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Édition spéciale donc ce soir avec Noah de la France Insoumise, que vous avez le plaisir, j'en ai aucun doute, de retrouver ce soir. Noah, bonsoir. Bonsoir. Tu es de l'autre côté, tu étais là la dernière fois, En et là effet, tu oui. es... donc je te laisse te représenter auprès de nos auditrices et auditeurs du soir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Noah Nisus, 20 ans, militant France Insoumise dans les Yvelines et prêt à changer de gouvernement pour un monde meilleur. Et en face de Noah, un représentant de la majorité présidentielle, du MoDem plus précisément, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à vous deux, bonsoir à tous. C'est un plaisir aujourd'hui de vous rejoindre pour discuter de ce moment vraiment particulier de notre histoire, de vanter le travail qui a été mené par la majorité depuis ces 7 dernières années, mais aussi en tant qu'élu local, en tant que maire adjoint de Bussy-Saint-Georges, de donner finalement un petit peu le ressenti au niveau des collectivités et au niveau du terrain. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous avions également invité ce soir d'autres représentants politiques. Malheureusement, au vu du contexte actuel, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Ce soir, l'ensemble de cette émission sera consacré à la dissolution et à ses conséquences, avec deux chroniques qui viendront jalonner cette actualité dans le vif, vous en avez l'habitude, à la fin de l'émission, et puis une chronique consacrée aux résultats plus précisément des élections européennes qui ont conduit finalement à cette dissolution. En grande partie, vous allez voir qu'il y a de nombreuses surprises à décrypter. Mais tout d'abord, voici, comme chaque semaine, mon billet d'humeur. Dimanche 9 juin, 20h58. Depuis 1 heure, une soirée classique. Ça s'écharpe sur les plateaux à coups de saillies verbales, inaudibles pour la plupart. On attend donc les punchlines de Rachida Dati, la remontée arithmétique de la France Insoumise, les circulés on n'a rien à voir de la Macronie, mais c'est bien là que la première musique dissonante apparaît. Car une autre musique réapparaît, sourde, presque indécelable jusque-là, la dissolution. Personne n'ose y croire, mais la rumeur surgit du bois et éclate à la face du monde. Et n'ayant finalement même pas le temps de prendre de l'ampleur, tant la réalité a pris le pas sur cette dernière, comme si les étapes médiatiques avaient été grillées, défiant toute convenance. Le président a dissous. Ahurissant, stupéfiant, les adjectifs ne manquent pas dans le lexique de la surprise, et cette décision prend donc tout le monde de court. Les citoyens, comme les partis politiques. Et c'est bien là le plus stupéfiant encore, car depuis dimanche soir, le paysage politique semble groggy, et cela donne lieu à des scénarios que même les Américains d'House of Cards nous envient. Bon, à gauche, toujours la même rengaine. Se mettre d'accord alors que pas grand monde ne l'est. Je ne parle même pas de la situation géopolitique actuelle, mais sur le nucléaire, l'économie, l'écart est parfois important. Curieux de voir la synthèse de tout ça. Attention au reniement chez certains partis composant cette alliance, car la politique a besoin de cohérence, surtout ces temps-ci. Mais ce qui nous dépasse toutes et tous en ce moment, c'est bien la droite. Souvent, quand on regarde, c'est là-bas qui nous offre les plus beaux récits. 2012, la guerre fratricide Copé-Fillon. 2017, l'affaire Fillon, les costards entre ceux qu'il a reçus et ceux qu'on lui a taillés. 2022, Pécresse et ses 5 millions non remboursés. Nouveau chapitre, Ciotti versus le reste du monde. Quand est-ce qu'on aura un soir, un seul soir de tranquillité ? Et pas pour tout de suite, à mon avis. Ça va se gâter de plus en plus. Ici, à Tribun, le mois de juin sera le mois législatif, avec toutes nos émissions consacrées à la campagne, 2 émissions par semaine. Tribun sera donc le média à suivre pour être au cœur de ce moment décisif pour la France. Merci
pour votre écoute sur ce plateau et parmi nos auditrices et nos auditeurs du soir. On va donc passer maintenant. Alors, le conducteur a été légèrement remanié. Vous allez voir qu'on va se concentrer sur chaque bord politique précisément, avec une question tout de même plutôt générale. Pensez-vous, messieurs, que la décision du président de dissoudre l'Assemblée à peine un mois des Jeux Olympiques, et alors même que les résultats risquent de créer d'importants troubles, finalement, est-ce que cette décision est-elle responsable? Noah. Mais écoutez, j'aimerais d'abord souligner que le président de la République a eu raison de dissoudre. Toi, tu penses qu'il a eu raison? Je pense qu'il a eu raison parce qu'il n'était plus en état de gouverner. Depuis quelques mois, depuis maintenant plusieurs années, la minorité présidentielle est en effet en minorité. On l'a vu pendant la réforme des retraites, où la plupart des travailleurs étaient contre cette réforme, où si Emmanuel Macron avait décidé d'aller au vote sur cette réforme des retraites, il l'aurait sûrement perdu, et où, je le rappelle, il a failli recevoir une motion de censure à 9 voix près. Le président de la République a eu raison de dissoudre parce que il laisse la parole finalement aux citoyens, au peuple, de décider de son avenir contre une minorité de technocrates qui s'occupent du pays en formant une sorte de bureaucratie. Baptiste, qu'est-ce que tu réponds? D'abord ton sentiment personnel et puis sur le sentiment de Noah, sur la bureaucratie notamment. Alors, tout d'abord, je pense que, imaginons un petit peu si Emmanuel Macron n'avait pas dissous l'Assemblée nationale. Que se serait-il passé? Il se serait passé plusieurs années, on aurait eu des municipales, puis une présidentielle avec un RN victorieux, qui, avec seulement 30%, se dit déjà capable d'exercer le pouvoir, se dit majoritaire, demande même la démission d'Emmanuel Macron. Alors que là, finalement, on rabat les cartes. On se dit plutôt, eh bien, comme a dit Emmanuel Macron, je fais confiance aux Français. On va voir ce mois, qui va être un mois de juin évidemment intense, mais un mois de juin aussi riche de débats, comme on va avoir ce soir, riche de débats sur les idées, mais aussi riche d'échanges sur la qualité du bilan que l'on a mené, qu'on n'a peut-être pas su assez expliquer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la santé, la sécurité. Alors, il y a un sentiment global en France que je comprends, et malheureusement, la bureaucratie dont tu parles est justement un peu responsable. C'est que le changement, c'est pas maintenant, c'est souvent dans trop longtemps, parce que l'administration est lente. Mais le changement est en marche, et on a un bilan à défendre. Et on va pouvoir justement expliquer ça aux Français pendant 3 semaines, et leur faire confiance les 30 et 7 juillet. Oui, parce que là, toutes les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que Tout à là, fait. c'est une campagne express, une guerre éclair. Pendant 3 semaines, il va falloir... D'ailleurs, le président de la République a convoqué une conférence de presse ce matin. Petite question là-dessus, qu'en as-tu pensé de cette conférence de presse? Parce que beaucoup d'analystes politiques ont dit que finalement, c'était beaucoup de réchauffé. Et même certains disent que le président ne doit surtout pas intervenir, tellement l'image de l'incarnation qu'il a de lui-même est dégradée. Que Alors, penses-tu de tout ce climat? Alors le climat là est en train vraiment de, comme tu dis, rabattre les cartes. On voit vraiment des rapprochements entre forces politiques, de droite, de gauche. Donc là, je pense qu'il y a une véritable réorganisation. Il y avait aussi beaucoup de questions. Il y a eu un véritable choc. L'ensemble des députés, même le gouvernement, l'ensemble de la France a été choqué par cette décision. Et je pense que c'est important un peu de se retrouver pendant quelques minutes là-dessus et d'avoir un peu la parole du président. Alors oui, le président a peut-être pas assez dit, on aurait peut-être voulu en apprendre plus sur ses motivations, mais je pense que le mois de campagne qui nous attend va permettre justement de comprendre davantage ses décisions. Qu'en as-tu pensé, toi, Noah, de la conférence de presse du président ce matin? Encore une fois, le président parle pour rien dire, comme à son habitude. Ce que les Français attendent, c'est des actions. Ce que les Français attendent, c'est des explications, surtout à un moment, à une heure où le Rassemblement national fait des scores records pour une élection européenne et même pour une élection tout court. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de rappeler que, comme tu le disais, la gauche s'est rassemblée, encore une fois, pour créer le nouveau Front populaire, composé de partis politiques, d'associations, de syndicats, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, d'associations de jeunesse aussi, toute une organisation en fait pour combattre l'extrême droite et pour vous combattre aussi. Réponse de Baptiste. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de combat entre politiques, mais il y a plus des combats d'idées. Et je pense que là, on est tous, autant gauche que centre que droit, dans cette défiance malheureusement des Français. Et je pense que cette élection, c'est aussi le moment de
repenser un peu notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, malheureusement, la défiance des Français touche autant la Macronie que la gauche ou la droite. Et je pense qu'il y a un véritable travail sur les institutions à mener. Moi, je suis membre du MoDem. Une de nos demandes depuis plusieurs années, c'est de mettre en place par exemple la proportionnelle, pour justement mieux représenter les avis de chacun et moins arriver, comme on a eu la semaine dernière, à une explosion du RN par une explosion de haine dans la société. Donc je pense qu'il y a un véritable travail à mener dans les prochaines années, et donc de ne pas se mettre finalement en combat, mais plus en travail commun pour ensemble, nous militants, nous politiques, regagner la confiance des Français. Mais écoutez, la confiance, la défiance des Français, c'est vous qui l'avez créée. Plusieurs 49.3 d'affilée, sans cesse, sur des lois de finances, sur des lois rectificatives de finances, sur les retraites, une loi sur le chômage, une autre loi sur le chômage, la création de Parcoursup, de Mon Master qui angoisse les étudiants, le manque de reconnaissance aussi des personnes possédant un statut de handicap qui subissent la difficulté de la vie, qui subissent la vie chère. Les Français, aujourd'hui, on aura le bol de la Macronie. Et encore plus, je dirais que la Macronie est le marchepied du Rassemblement national parce que vous votez contre les mêmes lois. Lorsque la NUPES a proposé la hausse du SMIC, vous avez voté contre avec le Rassemblement national. Lorsque nous avons proposé une retraite à 60 ans, vous avez voté contre avec le Rassemblement national. Je pourrais en citer d'autres, des mesures que nous proposons pour redorer le blason de notre pays, mais il n'y aurait pas suffisamment de réponses de votre part, donc je laisse Loïc continuer. Oui, droit de réponse bien sûr de Baptiste avant de passer aux questions consacrées à la gauche. Et je vais juste rajouter une question par rapport au complément sur Gabriel Attal, qu'on avait peu entendu jusqu'à hier soir. Il s'est exprimé sur le 20h de TF1. Est-ce que tu penses, toi, que Emmanuel Macron a fait sa conférence de presse, mais l'image de Gabriel Attal est quand même, dans l'opinion, bien meilleure que celle qu'Emmanuel Macron. J'aimerais voir ta position là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre en avant dans cette campagne Gabriel Attal et le propulser comme chef de la majorité et chef de cette campagne ? Alors pour revenir sur le 49.3, le 49.3 n'a pas été inventé par la Macronie, mais est un outil de la Constitution française. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand il y a un blocage, de l'intérêt des Français est que le pouvoir avance, pour éviter ce blocage. Le 49.3 n'a pas été le plus utilisé par la Macronie, mais plus par la gauche avec Mitterrand. Et enfin, par exemple, les 60 ans, ce n'a jamais été un secret, ça a été dans le programme du président de la République, il l'a assumé, il l'a défendu, il l'a voté. Il y a eu par contre, oui, des partis qui n'ont pas joué le jeu. Des partis comme les LR qui vantaient une retraite d'ailleurs même au-dessus de ce que l'on a voté, mais qui, par des purs enjeux politiques, ont voulu voter contre, ne pas voter pour ces textes. Et donc malheureusement, quand il y a ces malaises politiques, il faut avoir ce pouvoir que donne le 49.3, de pouvoir dépasser ces clivages. Et je suis très content aujourd'hui que justement ce malaise qu'il y avait chez les LR explose en plein jour aujourd'hui, et finalement nous donne un aperçu des différences qu'il y a dans ce parti, et finalement la réorganisation qu'il va y avoir, j'ai l'impression, entre une partie qui est en train de partir comme M. Ciotti vers le RN et qui aujourd'hui ne s'engage plus, et une autre partie, comme on a pu voir avec notamment Valérie Pécresse, plus libérale, plus progressiste, qui elle, j'ai l'impression, va davantage se rapprocher du centre pour demain exercer le pouvoir et peut-être avoir moins besoin de ce 49.3 pour mener des réformes structurelles. Au niveau de Gabriel Attal, il est vrai que forcément, j'imagine qu'il y a eu énormément de travail. Organiser une campagne comme ça en quelques semaines, c'est beaucoup de travail. Donc je pense que là, il y a eu plusieurs heures et peu de nuits de sommeil pour vraiment préparer cette campagne express. Là, il repart sur le terrain. Et donc, bien sûr, ça va être un peu le fer de lance de cette nouvelle dynamique pour la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et on espère, on décryptera tout ça bien sûr dans nos prochaines émissions. Et puis les LR, on espère les recevoir d'ici la semaine prochaine, savoir leur position. Mais en une semaine, on peut s'attendre à d'énièmes rebondissements. À mon avis, on va être gâtés là-dessus. On va se consacrer maintenant à la gauche, aux questions liées à la gauche. Deux questions principales que je vais te poser. Tu auras tout le temps d'y répondre et puis un droit de réponse de Baptiste en complément d'information. Première question. Quelle garantie donnez-vous aux électeurs du nouveau Front populaire que cette dernière n'implose pas comme la NUPES ? Parce que la NUPES, en 2022, ils se sont
alliés, tous les partis ensemble. Et puis la NUP s'est effritée en fait au fil des mois jusqu'à quasiment imploser dans un silence finalement total. Enfin, ça a pas, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu un moment donné, mais ça a été un effritement plutôt linéaire. Quelle garantie tu donnes au nouveau Front populaire? Moi, ce que je pense, c'est que les responsables politiques de gauche doivent prendre leurs responsabilités face à l'histoire. On a un Rassemblement national surpuissant qui fait des scores records, qui fait des scores monstrueux. On a, comme je le disais, une Macronie qui sert de marchepied au Rassemblement national. Je tiens à rappeler aussi qu'en décembre 2023, pas plus tard qu'il y a 6 mois, la Macronie a voté avec le Rassemblement national la loi immigration. Et Marine Le Pen elle-même a dit que c'était une victoire idéologique pour son camp. Il est nécessaire de le rappeler. La gauche a un devoir de rassemblement. Ça ne vous a pas échappé que lorsque les principaux chefs de partis de la gauche, lorsqu'ils sont sortis annoncer la création de ce nouveau Front populaire, ont été accueillis par des acclamations et des mots, des slogans « Ne nous trahissez pas ». Et je pense aujourd'hui qu'avec l'aide d'un programme, avec l'aide de convictions fortes, et avec l'aide de marquer l'histoire une nouvelle fois, comme le Front populaire en 1936, on pourra tenir nos engagements et tenir notre dignité face à l'histoire. Mais on a quand même remarqué pendant les dernières semaines qu'il y avait des fortes oppositions parmi les différents partis. On a vu M. Glucksmann se faire sortir de manifestations par LFI. On a vu LFI attaquer en plein débat le PS sur des éléments, et on a même vu d'ailleurs le PS presque supplié finalement d'attaquer plus le RN que le PS. On a eu quand même des grosses oppositions. Comment est-ce qu'on peut justement associer les oppositions et s'accorder sur des visions aussi distinctes comme par exemple la position de la France face à la guerre en Ukraine et face à la Russie? Notre position à la France Insoumise, en tout cas, elle est claire. Nous voulons l'union, à tout prix. Nous avons proposé aux différents partis, aux différents mouvements de gauche avant les élections européennes de faire l'union, de faire une liste commune. Le PS a refusé clairement cette proposition, Europe Écologie Les Verts aussi. Ils en subissent le prix aujourd'hui parce qu'ils ont à peine fait la barre des 5% aux élections européennes. Le Parti communiste français, n'en parlons même pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, en tout cas si ça ne tient qu'à moi, c'est de faire l'union la plus large possible, de créer un front populaire, de le maintenir pour pouvoir gouverner. Maintenant, c'est vrai, il y a des divergences sur différents sujets, mais je pense que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, contrairement à la droite. Malgré le fait que dis-tu finalement aux électeurs de Raphaël Glucksmann, alors qu'ils étaient plutôt Macron-compatibles finalement, et qui se sont égarés du camp macroniste vers Raphaël Glucksmann, que leur dis-tu, toi, à ces électeurs-là, pour les convaincre de ce nouveau Front populaire? Tellement sur des sujets, pas seulement sur la situation géopolitique, je le disais dans mon billet d'humeur, mais sur le nucléaire, sur l'économie, il n'y a pas la même vision. Comment on réconcilie finalement toutes ces gauches-là? Je dis aux électeurs de Raphaël Glucksmann et plus largement aux électeurs de gauche que si vous souhaitez une retraite à 60 ans avec 40 annuités, il faut voter pour le Front populaire pendant les élections législatives. Si vous voulez le SMIC à 1 600 € par mois, il faut voter pour le Front populaire aux élections législatives. Si vous voulez une allocation de garantie d'autonomie de 1 180 € pour tous les jeunes, il faut voter le nouveau Front populaire. Et enfin, si vous voulez vraiment... Le programme est déjà établi en tout cas. C'est pas finalement un recyclage du programme d'il y a 2 ans, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés Il y aura des nouveautés parce qu'il y a des négociations. Les partis s'entendent, négocient, échangent pour trouver une nouvelle manière, une nouvelle façon aussi de traiter les questions, notamment sur comment enrayer la progression du Rassemblement national. Et la question principale, comment gouverner les 100 premiers jours. Baptiste, que leur dis-tu, toi, à ces électeurs de Raphaël Glucksmann? C'est un petit peu le centre, ce tour de trait d'union. Que leur dis-tu à ces électeurs qui ont été macronistes un temps et qui sont tentés peut-être par le nouveau Front populaire, puisque le Parti socialiste a fait alliance avec... Que leur dis-tu à ces électeurs pour les ramener dans le camp d'Emmanuel Macron? Je trouve que c'est une situation très difficile et je les comprends totalement. Ils ont 1000 raisons et je peux les entendre de ne pas aimer Emmanuel Macron qui, à certains moments, s'est montré peut-être trop hautain, trop distant des Français, qui a voulu pourtant réduire le chômage. On a le chômage le plus bas depuis 15 ans, qui a voulu réindustrialiser,
qui a voulu finalement améliorer le quotidien de tous les Français. Et ça, c'est totalement l'objectif de la gauche. Et donc là-dessus, ils peuvent déjà s'y reconnaître. Et ne pas oublier que malheureusement, derrière LFI, M. Mélenchon est quand même un grand amateur de système presque totalitaire de l'Amérique du Sud. Et On y ça revient, le inquiète Venezuela, forcément. beaucoup de Français, malheureusement. En tout cas, Et c'est donc pas ça, nous qui avons je envoyé les comprends. LBD sur les gilets jaunes, ni sur les manifestants pendant la réforme des retraites. C'est pas nous qui nous servons de la police pour épargner des gilets jaunes, pour matraquer des jeunes qui demandent plus de reconnaissance du peuple, plus de démocratie. On parlait de refonte des institutions. Nous proposons à la France Insoumise la création d'une nouvelle république, la 6e République, parce qu'il faut en finir avec ce système d'hyper-présidentialisation où le président est tout puissant, décide de tout et choisit tout pour n'importe qui. Alors, déjà, ça, c'est vraiment évidemment des désastres, ce qui s'est passé. Là-dessus, c'est vraiment affreux, on ne pourra moins, vous pas le connaissez. revenir là-dessus. Ah, Vous mais le reconnaissez. évidemment, Le et président ne le reconnaît pas. je suis vraiment en solidarité de ces familles. Il y a eu une explosion de la France, malheureusement, depuis plusieurs années, et il y a eu des manifestations qui ont été incontrôlables et qui ont demandé des efforts de la police pour maintenir la paix. Et ça, c'est un des grands enjeux de la police, c'est maintenir l'autorité. Malheureusement, les moyens qui ont été mis en place n'étaient pas les bons. Il y a eu malheureusement des victimes et c'est vraiment désastreux. Maintenant, aujourd'hui, Et ça a toujours la été d'ailleurs police- la position du MoDem finalement un peu à part de la majorité présidentielle, c'est-à-dire que le MoDem sur ces questions-là, je me souviens d'un débat avec François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou qui justement était un petit peu en dehors de ce que pouvait penser à l'époque La République En Marche, etc. D'ailleurs, complément de la question à laquelle tu répondras à l'instant, est-ce que le MoDem n'a pas été tenté finalement d'une forme de lassitude envers la majorité présidentielle? Qu'est-ce que le poids du MoDem au sein de ces prochaines élections législatives pour apporter un vent de nouveauté finalement? Alors, je pense que la différence dans le MoDem au MoDem par rapport à l'ensemble de l'alliance de la majorité, c'est que c'est déjà un parti qui est plus ancien, qui est finalement plus expérimenté, qui a des élus qui sont en confiance avec M. Bayrou depuis des années. Donc finalement, il y a déjà un recul et puis aussi une connaissance finalement du terrain et de la relation avec les Français qui est beaucoup plus intime que finalement des partis plus nouveaux, plus jeunes, comme la Macronie, qui finalement se sont pris un peu une claque finalement avec les Gilets jaunes, qui n'ont pas su à l'époque comprendre cette adversité qui, nous, au MoDem, et d'ailleurs voilà, c'est pour ça que quand tu parlais de combat, je te disais non, on n'est pas dans le combat, on est plus dans la construction. Vous Parce combattez que, pas l'extrême droite? pour le coup, si, mais plus Nous par sommes les d'accord, idées. alors. Je trouve qu'aujourd'hui, ça d'ailleurs c'est un grand sujet aujourd'hui, je trouve qu'il est dommage, c'est qu'aujourd'hui les Français, globalement, quand on en parle avec eux, ils parlent de voter contre LFI ou contre le Front National, mais finalement j'aimerais qu'on vote un peu plus pour des idées, pour peut-être, effectivement, même si on ne comprend pas vraiment quel est le projet de 6ème République, mais si vous arrivez à le définir, que les Français puissent se rattacher Mais à ça. il Ça est veut- très clair, ce programme de la 6ème Ou- République. Ça veut dire que, pour revenir sur tes propos, le MoDem, la majorité présidentielle, combattrait le Rassemblement national sur le plan des idées. Mhm. Ça voudrait dire que la France insoumise le combat de quelle manière? Pas forcément sur le plan des idées? Alors aujourd'hui, je pense que c'est une grande erreur, et ça d'ailleurs je pense que c'est un travail développé pendant ces 3 prochaines semaines. Je pense qu'il faut arrêter de traiter les électeurs du Front National, du Rassemblement National, pardon, de racistes, parce qu'en fait c'est pas la façon sur laquelle on va pouvoir leur apporter raison. Je pense que c'est plutôt, il y a une démarche d'écoute d'abord à développer vis-à-vis des électeurs qui ont voté ce dimanche pour le Rassemblement National. Et finalement, ne pas dire, comme certains politiques l'ont fait, de critiquer, de dire que finalement, le Rassemblement national, c'est des gens stupides, des gens qui n'ont aucune intelligence. C'est plutôt des gens qui ont peur, des gens qui voient des changements dans leur ville, qui ne comprennent pas. Et c'est à nous, des partis plus progressistes, de finalement leur tendre la main et de leur expliquer comment est-ce que nous, on va pouvoir améliorer leur quotidien. Mais juste, en complément de la réponse, c'est un vrai sujet, en tout cas, qui est analysé par plusieurs éditorialistes, c'est-à-dire que la gauche aurait abandonné une partie de son électorat populaire
parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre à certaines problématiques, et donc cet électorat-là serait parti au Rassemblement national, comme le Parti communiste français, qui avait un ancrage très local dans les années 80, dans le Nord notamment, et des études sociologiques disent qu'ils sont partis au Rassemblement national aujourd'hui. Que réponds-tu justement à ce constat-là ? J'aimerais dire que le RN est tout sauf l'allié des prolétaires. Le RN est tout sauf l'allié des ouvriers, des personnes qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins, qui n'ont que leur outil de travail pour pallier aux besoins de leur famille, leurs besoins personnels, leur désir d'avoir une culture, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'art, d'avoir accès au sport ou à tant d'autres événements. Je veux dire à tous ces citoyens qui votent le Rassemblement national par dépit que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ils ne les aideront pas. Parce qu'ils ont un programme au final totalement libéral, totalement capitaliste, que nous combattons depuis le départ. Et nous n'avons pas peur de le dire que oui, nous combattons le Rassemblement national sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Chose que vous ne faites pas, la Macronie, comme je le rappelle, vous votez main dans la main. Mais soit, si ça vous fait plaisir d'avoir peut-être dans le futur une coalition avec Jordan Bardella comme Premier ministre et Laure Lavalette comme ministre de l'Intérieur, que grand bien vous fasse, mais pas nous. Je te rassure, ce n'est pas l'ordre du jour et ça ne le sera jamais. C'est moi. J'ai des bruits de grand messieurs, je pense. Mais justement, tiens, Laure Lavalette, ministre de l'Intérieur. Tu la vois ministre de l'Intérieur ? Je la vois nulle part. Je la vois nulle part, pour être clair. Nous la combattons, nous ne voulons pas qu'elle soit à l'Assemblée nationale, nous ne voulons pas qu'elle soit au Sénat, et encore moins au gouvernement. Ce que l'on souhaite, c'est un gouvernement populaire, un gouvernement de gauche, un gouvernement qui propose de réelles actions concrètes pour notre population, sur la culture, sur la santé, sur l'école publique, sur nos services publics. Et c'est tout un tas de mesures qui seront détaillées dans le programme du nouveau Front populaire dans les jours ou semaines à venir. Et finalement, ne penses-tu pas que c'est finalement un peu impossible, et d'ailleurs beaucoup de Français le pensent, qu'aujourd'hui s'opposer comme ça à cette économie de marché, c'est finalement assez impossible, parce que quand on voit M. Hollande qui disait « mon ennemi c'est la finance », on a bien vu finalement que c'est difficile de s'opposer au système, parce qu'on est dans un monde international, et c'est finalement en se reposant sur le système et en se reposant sur les grandes entreprises qu'on crée un maximum d'emplois. Et d'ailleurs, Macron l'a fait en faisant venir des grands projets comme les Gigafactories pour justement créer de l'emploi et aider tous les Français, et y compris ceux les plus en difficulté. Et accélérer la délocalisation. Non, justement, on a rapatrié. Il y a eu une grande erreur, et ça, je pense, c'est pour ça que beaucoup de Français aujourd'hui votent pour le Rassemblement national, parce qu'ils n'ont vu finalement que le mauvais côté de la mondialisation. C'est parce qu'ils ne comprennent jamais rien, forcément. Avec la Non. Macronie, on n'arrive jamais à expliquer, ils ne comprennent pas. Vous n'admettez pas, en fait, d'avoir tort. Non, il y a eu des erreurs, évidemment. Il y a eu des erreurs parce que je pense que la première partie de la mondialisation a finalement profité aux personnes les plus aisées et a coûté aux personnes les plus en difficulté. Ça, c'est évident et c'est démontré. Par contre, aujourd'hui, justement, il y a eu cette volonté, et notamment depuis le Covid, il y a eu une conscience collective où finalement on s'est dit la mondialisation, ça ne peut pas être à 100%. Il faut rapatrier les activités. D'ailleurs, la Macronie a mis en place les aides pour, par exemple, ramener le paracétamol en France. Ça revient en 2025. Il y a des investissements étrangers énormes. C'est la 5e année consécutive que la France est le premier pays à capitaliser le plus d'investissements étrangers. Tout ça, ça va justement pouvoir rapatrier le travail en France et bénéficier à tous les Français. À tous les Français, vous êtes sûr ? C'est le projet, effectivement. En ramenant finalement de l'emploi partout en France et pas qu'à Paris. Moi, je pense que concrètement, le programme qu'en tout cas on tente de proposer aux Français pendant ces élections législatives, et je salue l'initiative de François Ruffin d'avoir tenté de rassembler toute la gauche autour d'un programme commun, d'une alliance commune pour une élection, et j'espère pour gouverner dans quelques semaines. Nous souhaitons que les Français puissent vivre de leur travail, par leur travail, et puissent être dignes dans leurs conditions de vie. Aujourd'hui, en France, on a 10 millions de pauvres, selon la Fondation l'Abbé Pierre, 3,5 millions de chômeurs, selon France Travail, 400 000 sans-abri, encore une fois, selon la Fondation l'Abbé Pierre. Et on a l'impression que le gouvernement, la majorité présidentielle, si je n'ose pas dire la minorité présidentielle, ne fait rien, justement, pour aider ces populations qui sont démunies.
pallier à toutes ces difficultés. Quand on entend que le président de la République, par l'intermédiaire de ce gouvernement, a supprimé des lits de réanimation juste avant la crise du Covid, ça laisse à poser des questions. Quand on entend qu'il y a, avant quelques jours de la rentrée en 2023, 2000 professeurs qui manquent dans nos salles de classe pour nos élèves, ça porte à confusion. Quand on se rend compte que dans certaines universités, il n'y a plus assez de chauffage parce que les subventions ont été baissées, parce que la logique, en finale, du macronisme, c'est une logique comptable. Et on ne gouverne pas avec un tableur Excel. On gouverne en fonction des besoins. Et c'est justement tout ce qu'on propose. Pour revenir sur les alliances en cours et l'actualité du moment, moi, il y a une question, on a parlé effectivement du programme commun, mais sur la question du conflit israélo-palestinien, qui est quand même une notion majeure et qu'il ne faut pas éluder. Il y a quand même des positions marquées entre la LFI et le Parti socialiste sur une question qui est quand même majeure. Comment on fait pour réconcilier toutes ces gauches? Parce qu'il y a, sur une partie de la population, certains vont peut-être le voir comme de l'opportunisme, peut-être de la part du Parti socialiste, d'aller faire alliance pour sauver quelques places, ou alors des jeux d'appareil politique. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ces commentaires-là? Bah écoutez, lorsque j'étais venu pour la première fois ici, j'avais rappelé les positions de la France insoumise qui étaient une solution à deux États, un cessez-le-feu immédiat, un arrêt des bombardements israéliens, la libération des otages aussi, et la reconnaissance de l'État palestinien. À cette époque-là, nous avons été qualifiés de tous les noms. Antisémites, haineux, terroristes, islamo-gauchistes, et j'en passe, sous soutien du Hamas. Et puis, plus les mois passent... Tu penses que le Parti passent... socialiste peut s'allier sur cette ligne-là aujourd'hui? Bien écoutez, maintenant, c'est même plus la question d'être pour Israël, ou pour la Palestine, contre la Palestine. C'est la question de savoir si on a de l'humanité ou non. Parce que entre les mois qui nous ont séparés depuis ma première venue et aujourd'hui, il y a eu plus de 30 000 morts en Palestine, sous les bombardements faits par l'armée israélienne et par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. C'est un fait, il faut le reconnaître, et il faut le crier, le scandaliser. Et bien évidemment, c'est pas en faisant des éléments de langage, en disant que l'AFI est antisémite, que l'AFI est islamiste, qu'on arrivera à une solution. Le but, c'est d'avoir la paix. Seulement la paix. Et la position de la France insoumise est au final la même que celle du général de Gaulle, en fait. C'est la position d'une France non alignée, mais qui respecte le droit international. Et finalement, sur l'accord donc, entre la LFI et le Parti socialiste, de ce que je comprends, ce qui prévaut le plus, finalement, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et donc, Bien, écoutez, il me semble que le Parti socialiste, finalement, exigeait la reconnaissance d'un État palestinien, finalement. Exigeait aussi un cessez-le-feu. Et c'est important de le dire. De commencer à qualifier... Je regrette qu'il ait fallu attendre plus de 40 000 morts pour qualifier le terme de génocide. Certains au Parti socialiste et certains commentateurs, certains journalistes proches du Parti socialiste, avaient quand même, dans leur analyse, été jusqu'à dire que certains chez la France insoumise se rapprochaient d'une forme d'antisémitisme. Et comment aujourd'hui, on réconcilie ces deux... On est au clair sur les positions. Ce dont on l'a toujours été depuis le premier jour. Le 7 octobre, la France insoumise a fait un communiqué concernant la situation au Proche-Orient en qualifiant de crimes de guerre tous les crimes qui étaient commis. En qualifiant premièrement les crimes de guerre, les actes qu'ont commis le Hamas, mais en qualifiant aussi les crimes de guerre et bientôt les crimes contre l'humanité, si la Cour pénale internationale les reconnaît comme tels, les actions commises par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et nous avons été les seuls à conserver cette dignité devant l'histoire, cette dignité devant le droit international, au détriment de calomnies et d'insultes répétées. Mais je me réjouis que le Parti socialiste, finalement, ouvre les yeux et se rende compte que la situation doit changer. On en parlait en off tout à l'heure. Alors, au niveau des temps de parole, il y a eu pas mal de temps de parole du côté de Noah. Ça va se rééquilibrer tout à l'heure avec Baptiste sur les questions liées au centre. Sur la question des investitures, on en parlait en off puisque c'est tombé tout à l'heure.
les répartitions sur les 577 circonscriptions. On va se concentrer surtout entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. La France Insoumise devrait avoir environ 230 circonscriptions, 229, et le Parti Socialiste 170. Ton avis là-dessus? En off, tu avais un avis plutôt tranché sur la question. Quel est ton avis, toi, sur la répartition comme ça des je pense que le Parti Socialiste profite de son beau score aux élections européennes pour pouvoir imposer son nombre et ses conditions pour ces élections législatives. Maintenant, je pense que c'est un point essentiel pour pouvoir faire l'alliance, de ne pas rester buté sur nos convictions et de pouvoir savoir faire le consensus, chose que la Macronie ne sait pas faire malheureusement, mais on pourra en rediscuter. Hein. Non, concrètement, le Parti Socialiste va mener campagne avec nous et le but, c'est d'avoir une candidature unique sur chaque circonscription à gauche et dans la France pour pouvoir avoir une majorité absolue et tranchée sur la politique que le pays doit choisir. Et donc toi, ce qui prévaut, c'est le résultat finalement de la présidentielle par rapport à la répartition, parce que la LFI est arrivée derrière le Parti Socialiste sur ces élections. Ce qui prévaut, c'est le résultat de la présidentielle. Alors justement, la France Insoumise est arrivée devant le Parti Socialiste en faisant 22% grâce à Jean-Luc Mélenchon. À la présidentielle, le Parti Socialiste ayant fait 1,6% avec Anne Hidalgo. Maintenant, les cartes ont été entre gros guillemets rabattues. Le Parti Socialiste a plus de circonscriptions. Les négociateurs de la France Insoumise ont accepté cet accord, ont accepté ce consensus. Soit, nous ferons l'alliance et nous militerons, nous tracterons, nous ferons du terrain pour cette alliance. Un avis, toi, Baptiste, sur cette question des investitures, sur la répartition? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Il est vrai que les députés PS, on en parlait pareil en off, vu qu'on est dans cette tendance de l'ancrage territorial. Et le PS est forcément un parti plus ancien, plus ancré. Donc vous avez raison de vous appuyer là-dessus, évidemment. Et je comprends évidemment que les LFI aient plus de mal parce que vous êtes encore sur un parti récent. Pour autant, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de faire du cas par cas. Et là-dessus, j'en profite, vu qu'on parle un peu d'investiture, pour montrer que justement, il y a une répartition finalement des cartes. Et d'ailleurs, nous, en Seine-et-Marne, dans la 8e circonscription, au-delà des apparences, au-delà des étiquettes politiques, la majorité des maires de ma circonscription, dont des LR, etc., ont acté leur soutien unanime au député En Marche, Adrien Gomi. Donc il y a aussi le terrain, et d'ailleurs, ce qu'ils ont félicité, c'était le terrain, vu que ce député-là, beaucoup d'ailleurs ne le soutenaient pas en 2020, mais aujourd'hui le soutiennent parce que c'est finalement un élu qui a été sur le terrain, qui a fait plus de 1000 déplacements sur sa circonscription en 2 ans. Et donc forcément, il y a ce travail-là qu'il faut récompenser et aussi remercier quand les élus locaux et même nationaux ont fait un travail de terrain important. Et donc là, ça dépasse finalement les partis. Je vais poser une question simple, mais dans le cas de figure où nous avons un second tour dans, par exemple, ta circonscription entre le Front Populaire et le Rassemblement National, pour qui appelleras-tu à voter? Alors, nous, et surtout chez nous, on est persuadé que l'on va arriver au 2e tour, puis gagner. Donc heureusement, cette situation-là ne m'appartiendra pas. Par contre, il y aura forcément un blocage contre le Rassemblement National, contre le racisme. Donc vous appellerez à voter pour le Front Populaire alors? En tout cas, contre le Rassemblement National. Et il n'y a pas que le Rassemblement Populaire, heureusement. Donc il n'y aura pas un appel, on vote Front Populaire, on appelle à voter Front Populaire au 2e tour. Ça, la stratégie de... Je pense que les Français éléments de langage vont être j'appelle à voter contre le Rassemblement National. Voilà. Et ensuite, nous avons toujours fait confiance aux Français et ils feront le bon choix. Les électeurs ont la liberté de choisir. Messieurs, que je vais saluer à la régie, d'Artagnan et Nathan, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Dans le live, j'ai vu passer quelques commentaires, questions, donc on va prendre les questions qu'il y a. Voilà. Alors, nous avons le Gabit qu'on salue. Une question pour Noah. Comment le Front Populaire, s'il arrive au pouvoir, va financer toutes ces belles choses? Alors les Gabit qui il va franco. C'est toujours la question qui fait mal. Alors, le financement. Alors, petit A. Concernant cette question, on est justement avec une idée majeure,
c'est la redistribution des richesses. C'est-à-dire prendre en fonction de ce qu'il y a pour répartir en fonction des besoins. Aujourd'hui, les records des profits des entreprises faisant partie du CAC 40 ont explosé en quelques années. Ils ont bondi de 120% en 2022. Et je pense que si on prenait... Enfin, c'est pas ce que je pense, c'est Thomas Piketty et quelques économistes ont fait une analyse dessus. Par exemple, si on prenait 1% des richesses des fortunes les plus riches de ce pays, on arriverait à financer la réforme des retraites. Par exemple. Chose qui n'a pas été faite par choix ou par calcul politique, mais on aurait pu le faire. Si on taxait mieux les ménages en France, je tiens à rappeler qu'il n'y a seulement que 5 tranches d'impôts aujourd'hui en France. À la France Insoumise, pendant l'élection présidentielle, on proposait de basculer à 14 tranches d'impôts pour imposer à la hauteur d'un revenu juste les ménages français. Bien évidemment, je sais que vous êtes contre aussi. Mais nous avons tout un tas de mesures pouvant financer nos mesures. Et puis, je tiens à rappeler que pendant les élections présidentielles, une centaine d'économistes ont appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon pour le pragmatisme de son programme. Baptiste. Alors, de toute façon, ça fait toujours mal, effectivement, quand on parle d'argent, et d'autant plus par la gauche qui promet des choses assez irréalisables, et notamment là, on en a parlé et on en reparlera, je pense, malheureusement, la retraite à 60 ans n'est pas possible. Il suffit juste de regarder tous les pays à l'étranger, ce n'est pas possible. Il faut malheureusement travailler plus. C'est là la grande peur, malheureusement, des gens pour la gauche, et notamment LFI, c'est l'explosion des impôts. On est déjà, aujourd'hui en France, le pays qui, finalement, est le plus imposé, qui a les citoyens les plus imposés. Plus de 50% du produit intérieur brut est aujourd'hui recueilli pour l'État. Et taxer les grandes entreprises, parler de super profits, finalement, c'est aussi... surtaxer l'effort des employés de ces grandes entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises très dynamiques en France, on a des entreprises qui se développent et qui ensuite créent des emplois qui bénéficient à tous. Et finalement, il n'y aurait pas d'intérêt d'attaquer ça. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu à l'époque sous Hollande, il y a eu énormément de Français qui, par peur, à juste raison de l'explosion des impôts, ont préféré quitter la France, et la France, finalement, y a perdu. Donc je pense que vouloir surtaxer les plus riches, c'est finalement aussi vouloir surtaxer ceux qui veulent le plus s'engager dans le pays et travailler le plus. Et ça, c'est la grande inquiétude. J'aimerais répondre à Bien ces sûr, arguments bien sûr. par une mise en situation, un cas concret. Le patron Stellantis touche 46 fois plus qu'un salarié lambda au sein de son entreprise. Qu'est-ce qui justifie qu'il touche autant d'argent ? Qu'est-ce qui justifie que les grands patrons, les chefs d'entreprise se gavent d'argent quand ils réduisent les conditions de travail des travailleurs, quand ils réduisent aussi le salaire de ces travailleurs en fonction de l'inflation, parce que on sait bien que les patrons d'entreprise, parce qu'ils disent « Ah, ça coûte trop cher, on n'y arrivera pas n'augmentent pas les salaires des populations, alors que l'inflation, elle, grimpe, et que le gouvernement ne fait rien pour pallier à ces problèmes. Alors déjà, on ne parle pas d'argent public, mais d'argent privé. Donc finalement, c'est un budget qui est voté par les actionnaires qui possèdent l'entreprise. C'est donc les actionnaires qui finalement ont choisi de payer à ce montant-là cette personne. Et la puissance publique a les moyens de faire pression sur ces entreprises. Et sommes-nous dans un État communiste ? Est-ce que l'État a à voir dans la gestion des entreprises ? Moi, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Et surtout, il faut savoir que ce patron de grande entreprise française, comme bien d'autres, et a une grande partie de sa rémunération basée sur du variable. Donc ça veut dire que mieux l'entreprise fonctionnera, plus elle pourra payer ses employés, autant son PDG que la personne, que l'alternant qui vient d'arriver. Et donc finalement, c'est peut-être aussi l'intérêt de tous les Français d'avoir une entreprise qui finalement se développe, qui fait de la croissance, qui crée de l'emploi et qui a un patron qui gagne plus, mais finalement, c'est tout le monde qui gagne. C'est la Dernière bonne imagination fictive, l'idée fictive de la Startup Nation que vous prenez, je sais bien. Hein. Et je suis ravi d'ailleurs Je sais bien que pour vous, l'entrepreneuriat ait été mis en avant ces dernières années. Je sais bien que pour vous, tout est à entreprendre, tout est capital, tout est argent finalement, comme je le répète. Ouais. Mais Comme vos mesures qu'il faudrait financer. non, je pense qu'on devrait passer par
un accroissement dans le service public. Par exemple, j'ai entendu que Stanislas Guerini, qui était ministre de la transformation publique, souhaitait, par exemple, payer mieux les fonctionnaires. Et ça a été fait d'ailleurs sous Encore sous assez peu. Macron. Parce qu'au final, les fonctionnaires Vous savez perdent- que les- c'est les quand même la fonctionnaires, première fois qu'on réindexe le salaire des fonctionnaires à l'inflation. Mais encore heureux. Mais au fond, ce que vous faites, c'est une mascarade parce que vous avez augmenté le traitement des fonctionnaires, d'accord, mais pas à la hauteur de l'inflation. Et nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, et ce que j'espère qu'on proposera au Front Populaire, c'est justement d'indexer tous les salaires sur l'inflation pour que les ménages puissent subsister à la hauteur de la crise. On pourra toujours Dernière dire contre-réponse. qu'on pourrait faire plus, mais il faut quand même noter que Vous ne faites pas cette assez. indexation n'avait jamais été faite depuis 30 ans, y compris sous des gouvernements de gauche. Donc malheureusement, les idées c'est bien, mais il faut trouver l'argent et c'est là où ça devient compliqué. Merci messieurs pour cette première partie. Avec plaisir. J'ai les yeux un petit peu rivés sur l'écran de contrôle parce qu'il se passe des choses devant le siège des Républicains. C'est extrêmement tendu apparemment entre les jeunes LR et jeunes RN qui sont devant le siège des Républicains et les salariés qui sont à l'intérieur même du siège. C'est très très tendu apparemment. Donc on va suivre ça d'ici quelques minutes et d'ici la fin de l'émission. Très chaud. Je me réjouis que les LR se fracturent. Ah bah en tout cas, chez les jeunes LR, visiblement, il y a une fracture entre la ligne Guilhem Carayon et une autre ligne qui suivrait plutôt François-Xavier Bellamy, qui d'ailleurs reprend la direction du parti avec Annie Genevard. Ça a été annoncé tout à l'heure par Laurent Wauquiez. Messieurs, on va passer à notre chronique. La météo. Bah ouais, la météo de l'eau. C'est parti. De retour sur le plateau de Tribun, voilà, petite interlude, le temps d'installer l'écran qui est derrière moi et donc de vous présenter cette chronique, la météo de Lolo, voilà, on l'a appelé comme ça, de bon enfant, et de Théo la semaine prochaine, et d'ailleurs dès ce soir, puisqu'il va prendre mon relais, on va faire à deux. La météo donc de Lolo et de Théo pour vous présenter les résultats des élections européennes parce que cette dissolution eh bien, est la conséquence finalement des résultats des européennes et on a décidé dans l'équipe de Tribun de cibler plusieurs villes clés où les scores du Rassemblement national ou de la France insoumise ont été non seulement très importants, mais le comparatif par rapport à 2019 est parfois assez ahurissant. On commence par Guy Pavas. Guy Pavas, c'est en Bretagne. Guy Pavas, qui est une terre bretonne, essentiellement Renaissance, ça a voté Macron depuis 2017. Et là, regardez, Guy Pavas a voté 24% pour le Rassemblement national et 19% pour Renaissance, alors qu'en 2019, Renaissance était en tête avec 28% et le Rassemblement national n'avait obtenu que 14%. C'est-à-dire que le Rassemblement national gagne 10 points quand Renaissance en perd 10. C'est assez ahurissant. Autre ville, Chemillé en Anjou. On va faire un petit peu toute la France. Chemillé en Anjou, c'est dans la région centre, dans le Maine-et-Loire, où le Rassemblement national est arrivé avec 30% des voix en tête dimanche. Il avait obtenu 17% seulement en 2019, alors que Renaissance avait obtenu 30% en 2019 et n'a obtenu que 23% dimanche dernier. On part du côté de Royan, terre chère à Théo et à notre cher Gabriel que l'on salue. Royan, pareil, le RN en tête avec 30%, suivi de Renaissance 22%, alors qu'en 2019, l'écart était sensiblement le même, mais inversé. Du côté de Marseille, 8e arrondissement, score assez incroyable là aussi, parce que le Rassemblement national est arrivé en tête avec 27%, suivi de Renaissance avec 16%, mais en 2019, regardez ce score absolument incroyable, Renaissance était en tête avec 29% et le RN 20%. Et ce genre d'écart, on le voit quasiment dans toute la France, et ce n'est pas pour rien que 94% des communes ont placé le Rassemblement national en tête. Du côté de Bastia, même constat, 41% pour le Rassemblement national. Pourtant, Bastia, c'est un chef-lieu de la Haute-Corse, donc c'est une ville assez imposante. Et en 2019, il n'avait obtenu que 30%. Et sur cette commune, ce qui est intéressant à suivre, c'est le résultat des écologistes qui s'est effondré, 22% en 2019, alors qu'en 2024, dimanche dernier, 3% seulement. C'est absolument incroyable. Et tous ces résultats sont vraiment saisissants. Sur le plateau, d'ailleurs, je vois que les yeux sont parfois... vous réagissez.
Oui. C'est en fonction de l'actualité. Parce que l'actualité est assez bruyante pour qu'on puisse. Ah, ça tenir au crépite courant, sur les téléphones. C'est ça. se tenir Ah au d'accord, courant, on en reparlera juste après. Montreux-Foltionne. Alors là, Montreux-Foltionne, c'est une commune de Seine-et-Marne qui a placé la France Insoumise en tête avec 34%. Et là aussi, c'est un petit peu symptomatique de ce qui s'est passé dimanche. Le score de la France Insoumise qui a capté finalement l'électorat des écologistes, puisque la France Insoumise, 34% dimanche dernier, contre seulement 12% en 2019. Et le Rassemblement National était en tête en 2019, il est second en 2024. Du côté de Champs-sur-Marne, commune où nous sommes dans ce studio, eh bien c'est la France Insoumise qui est arrivée en tête, 25%, devant le RN avec 20%, le RN qui a gagné 5 points. Et ah bah d'accord, bon bah ok. Alors. Bon bah là, ça sera la méthode Lolo exclusivement. Champs-sur-Marne, donc, où le Rassemblement National a quand même gagné 5 points. Commune de la banlieue parisienne, quasiment de la petite couronne. En Alsace, Haguenau qui a placé le Rassemblement National en tête avec 35%. Et même dans des villes où le Rassemblement National arrive très fortement en tête et était déjà en tête en 2019, on voit un gap de pratiquement plus de 10% du Rassemblement National. Quelques communes, me semble-t-il, encore à faire. La liste, je ne l'ai plus en tête à partir de là. Ouangani, qui est une commune de Mayotte, me semble-t-il, je crois. Mayotte. Le Rassemblement National est arrivé très largement en tête et ça ne marche pas. Mais là aussi, on voit un gap très très important. Donc c'est pour ça, on voulait vraiment cibler ces résultats-là parce que les écarts entre 2019 et 2024 sont assez abyssaux. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on va... Allez, Gagny, commune du 93, qui a placé le Rassemblement National... Ah oui, c'est important. Gagny qui a placé le Rassemblement National en tête pour la première fois dans une élection nationale, avec 24%. C'est touche-touche avec la France Insoumise. Mais regardez le 93, c'est symptomatique aussi. Alors, la France Insoumise est très largement en tête, mais il y a des communes, Coubron, Vaujour, ou même ici, je suis assez mal placé, voilà, Gagny, Villemont, Bleurency, qui ont placé le Rassemblement National en tête. Et Renaissance n'est arrivé en tête dans aucune commune du 93. C'est un... Comment ? Bussy-Saint-Georges et les Mureaux, c'est important. Ah oui, mais oui, tu as bien raison de le citer. Bussy-Saint-Georges, commune de notre ami Baptiste. Voilà, Bussy-Saint-Georges, où c'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête, devant Renaissance et la France Insoumise. Et d'ailleurs, le Rassemblement National est arrivé très, très largement en tête, mais touche avec Renaissance. D'où par rapport aux législatives, le fait que tu es plutôt confiant sur le fait de se qualifier au deuxième tour, etc. Tu penses être qualifié face à un candidat Renaissance ou face à un candidat Rassemblement National, ou face à un candidat Front Populaire ? Alors, pour tout te dire, sur la précédente élection législative, le député En Marche a gagné à une voix près face à la NUPES. Ah, mince. Adrien Gagny, oui, on avait une voix près. Il y a eu des recours et... Comme quoi, c'est important d'aller voter. Et j'invite tous les abstentionnistes, toutes les personnes qui n'ont pas voté pendant ces élections européennes à le faire parce que le moment est crucial et on parle de votre vie. Dernière commune, j'allais passer à autre chose, mais dernière commune, les Mureaux. Les Mureaux qui ont placé la France Insoumise en tête, me semble-t-il. En effet, largement. Oui. À 46,66%. Voilà, devant le Rassemblement National qui est arrivé en seconde position. C'est une surprise que le Rassemblement National soit deuxième au Mureaux ? C'est une grande surprise, mais je tiens à remercier tous les électeurs de nous avoir fait confiance concernant ces élections européennes et au-delà de ça, concernant la plupart des élections ces quelques dernières années, parce que nous saurons être à la hauteur de leur confiance. Merci messieurs, merci chères auditrices et auditeurs et à la régie pour avoir permis cette projection sur cet écran vert que l'on aura l'occasion de retrouver maintes fois, espérons-le, d'ici la fin de la saison et puis l'année prochaine, puisque pour analyser les résultats, c'est assez pédagogique je trouve. Merci mon cher D'Artagnan. Très pédagogique. Ça permet d'expliquer de manière plus visible à nos viewers la situation en France. On va donc maintenant passer aux questions du centre. Ah tiens, oui, pas du coq à l'âne. Ton téléphone, tu m'as dit qu'il crépitait tout à l'heure. Oui, Quelles informations avais-tu eu
si cela n'est pas indiscret, mais peut-être au niveau national, qu'est-ce qui Sur se passe l'attribution des circonscriptions D'accord. par LFI, quel candidat sera présent sur telle circonscription, etc. Et donc tu as ton candidat sur Pas ta circo encore, pas encore. Mais tu as eu quelques noms, peut-être, ça, déjà ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Donc je laisse le suspense pour l'instant et puis on verra bien pendant les prochains jours. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je soutiendrai la candidature du candidat du Front Populaire sur ma circonscription. En 2022, dans ta circonscription, c'était déjà un LFI? Alors, dans ma circonscription, c'est Bruno Millienne, justement du MoDem, il me semble. D'accord. Qui a été élu? Qui a été élu une deuxième fois. D'accord. Et il Que se tu connais, représente. Pas directement, non. Et il se représente à nouveau cette année sur cette circonscription. Et j'espère que nous ferons mieux. J'espère que nous arriverons à le battre cette fois-ci. J'espère que non. Ton téléphone ne crépite pas trop de ton côté, ça va Non, ça va. Je vois je vois nos amis des LR s'auto-détruire entre eux. Je vois des visuels très drôles. Ah oui, là par contre, alors sur X ou sur TikTok, ça y va à foison. Ouais. Hein, ça c'est la créativité de certaines et certains est parfois est incroyable. Enfin, moi, ça me fait beaucoup. J'ai l'impression que là, en fait, en 3 semaines, il va se passer ce qui ne s'est pas passé en 7 ans. Donc c'est assez ça, impressionnant. c'est donc ça. Parce que vous n'avez rien fait pendant 7 ans, en effet. Oh, c'est terrible. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est donc ça le multiverse. Pour le centre, maintenant, le centre. Première question, la majorité relative n'était-elle pas un moindre mal au regard des risques et des incertitudes de ce nouveau scrutin anticipé? Alors, de majorité relative à majorité absolue à majorité confortée, je l'espère, dans quelques semaines, je pense que le plus important, c'est de rabattre un petit peu les cartes, de pouvoir finalement vanter notre bilan, parce que certes, malheureusement, le niveau des Français a été largement diminué depuis plusieurs années, mais malheureusement, c'est un contexte international. Et quand on regarde finalement nos amis en Angleterre, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, et ben finalement, là en France, on a quand même su vraiment se maintenir. Et ça, je pense qu'on n'en est pas assez conscient. On n'est pas assez conscient qu'on a mis en place un bouclier tarifaire au niveau de l'électricité qui a permis d'éviter l'explosion des factures et finalement sauver énormément de Français. Donc je pense que ces choses-là, on va pouvoir comme ça en parler. Et surtout, je pense que le grand intérêt, c'est de parler finalement des sujets de fond et de rappeler que le Front National, le Rassemblement National, n'est pas majoritaire dans notre pays et ne le sera jamais. Noah, un regard, toi, sur finalement le fait que... Parce que, alors, si on reprend les informations qui ont été d'ailleurs décryptées par François Langlais, qui est un éditorialiste économique, les raisons de la dissolution, au-delà des résultats des européennes, seraient dues au fait que la majorité aurait eu beaucoup de mal à faire adopter le budget 2025. Déjà que le budget 2024, c'était à coût de 49,3. Le budget 2025, politiquement, c'était impossible de pouvoir le faire adopter. Noah. Quand le gouvernement présente un projet de loi, normalement, il est censé s'y tenir à une règle, l'insincérité. L'insincérité dans le budget qu'il présente aux parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale et l'annualité. Ces deux grands principes n'ont pas été respectés. Il y a eu un vice. Bruno Le Maire nous présentait un budget et on s'est rendu compte que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a rajouté qu'il manquait 50 milliards d'euros à trouver sur le budget que Bruno Le Maire présentait. Donc, logiquement, lorsqu'on a un gouvernement aussi incompétent au pouvoir, il est essentiel de le censurer. Alors, je ne pense pas qu'on ait un gouvernement incompétent, sinon on n'aurait pas gardé pendant le Covid toutes nos entreprises, contrairement à plein de pays. Je ne pense pas qu'on ait un gouvernement incompétent du fait des réformes qui sont en cours, mais je pense plutôt que on est justement ceux qui sommes les plus cohérents dans cette période, parce qu'on est aujourd'hui dans une période très difficile, on est aujourd'hui avec une dette abyssale, il faut absolument limiter la dette, il faut commencer à baisser les impôts. Et malheureusement, je ne vois pas chez LFI de possibilité de baisser la dette. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous l'envisagez de baisser la dette. La dette, concrètement, on envisage de la supprimer. On envisage de supprimer la dette, oui, en effet. À coup de baguette magique. C'est une mesure de la France Insoumise, et on pourra y rentrer concrètement dans le vif du sujet, de supprimer la dette parce que nous la repayerons jamais. Et puis,
il est essentiel aussi de dire que le calcul de la dette tel qu'il est fait par les macronistes et par les économistes actuels prennent la dette sur le PIB d'une seule année. Ce qui en fait n'a pas de logique, sachant que la dette, c'est une dette qui s'accumule au fur et à mesure des décennies, des années, et que si on ramenait la dette sur son total d'années écoulées, en fait, c'est quasiment rien. Mais ce que vous avez réussi à faire aussi, le gouvernement et la Macronie, pendant vos 7 années, de pouvoir, c'est d'amasser des milliers et des centaines d'étudiants devant les distributions alimentaires, les soupes populaires, tant la précarité étudiante a augmenté, tant les conditions de vie et d'études des étudiants se sont dégradées durant vos 2 mandats. Et je pense qu'il est nécessaire de le rappeler qu'une grande partie de l'abstention dans notre pays vient essentiellement de la jeunesse. Et je tiens à dire aux jeunes, dont j'en fais partie et dont je en fais partie aussi, que si vous votez pour la majorité présidentielle, pour la minorité présidentielle, votre situation ne changera pas. Votre situation va se précariser, le nombre de pauvres va augmenter, et puis vous aurez toujours un gouvernement avec un président méprisant qui disait que dans une gare, on croisait des personnes qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Alors, déjà, je trouve ça, et d'ailleurs, ce serait même intéressant que pendant le mois, on vous invitiez des économistes pour parler de ça, mais je trouve ça effroyable de se dire on va annuler la dette. D'un point de vue économique, ça mettrait les marchés en péril, et même ça mettrait la France, finalement, comme en cessation de paiement. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire « Salut les gars, vous nous avez donné des milliers de milliards d'euros, on ne vous les remboursera jamais ». On perdrait la confiance internationale immédiatement. On verrait nos entreprises partir, et alors là, mais économiquement, ce serait catastrophique. Mais là-dessus, on reste sur du politique, donc peut-être ce serait intéressant d'avoir des économistes qui en parlent de façon plus professionnelle, mais en tout cas, voilà, là-dessus, c'est malheureusement les sujets sur lesquels la gauche a toujours eu des très belles idées. C'est pour ça que je suis moi-même, parce que je suis totalement conscient que vous ayez des très belles idées, mais malheureusement, dès qu'on touche sur la réalisation, c'est un coup beaucoup plus compliqué. Alors après, ensuite, parlons des étudiants. Malheureusement, c'est toujours terrible, il y a toujours trop d'étudiants en difficulté. Par contre, il y a eu quand même énormément de choses qui ont été faites. Le 1 euro, le Crous, la cantine du Crous pour les boursiers, c'est quand même aujourd'hui une mesure qui aide énormément. Alors, évidemment, il faudrait beaucoup plus de logements étudiants. On avait tenté d'élargir, notamment avec le député Lou Boyard qui avait proposé l'élargissement de cette proposition de 1 euro à l'échelle de tous les étudiants. Vous l'avez refusé, mais il n'y a pas de souci, encore une fois. Mais Oui. les Français ne sont pas bêtes, les Français regarderont vos choix et agiront en conséquence. Et pour continuer à parler en tant que jeune, moi, tu vois, là, je suis en train de terminer mes études, je suis en alternance. Je suis quand même vraiment content qu'aujourd'hui, la majorité ait relancé l'alternance. Parce que ce qu'avait fait la gauche sous Hollande, Hollande avait dit non, il ne faut surtout pas aider les entreprises, le capital, etc. L'État ne doit plus les aider. Donc il avait supprimé toutes les aides aux entreprises. C'est souvent ça la mentalité de la gauche, c'est de dire les entreprises, il ne faut pas les aider. Mais derrière, la filière de l'alternance, c'était vraiment casser la gueule. Et aujourd'hui, justement, Macron, lui, a remis les aides, a remis énormément d'aides pour justement accompagner l'alternance. Et aujourd'hui, toutes les écoles sont en train d'ouvrir leur cursus à l'alternance. Et je suis super content parce que comme ça, j'ai pas eu à payer ma dernière année d'études. Finalement, je peux gagner de l'argent. Et l'année prochaine, pour arriver sur le marché de l'emploi, ça va quand même me permettre de finalement trouver plus facilement un CDI. Ça n'empêche que la précarité étudiante a explosé durant votre mandat. La précarité dans le monde a malheureusement explosé. Mais notamment en France. Mais je peux comprendre que vous avez fait quelques mesures, soit, mais vous avez un bilan et votre bilan est très dur. Votre bilan, c'est l'aggravation, c'est la paupérisation de notre population. C'est la tiers-mondisation de la France, au final. Parce que un Français sur 6 aujourd'hui vit en dessous du seuil de pauvreté. Sachant que on est un pays tellement riche, avec tellement de ressources. Nous sommes l'un des pays les plus puissants d'Europe, l'un des pays les plus puissants de l'OCDE. Mais bien évidemment, l'argent, il est là, mais il faut les trouver dans les bonnes poches. Après, ne penses-tu pas que, évidemment, il y a une pauvreté qui explose, et comme j'ai dit, malheureusement partout dans le monde, mais penses-tu que ce soit en s'attaquant finalement aux grandes fortunes, aux grandes entreprises,
qu'on aiderait la France? Et ne penses-tu pas plutôt qu'en attaquant finalement ces grandes entreprises, on fragiliserait la France à l'échelle internationale? Mais il y a eu une accumulation des richesses ces dernières années. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Et en parallèle, les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Et tout ça découle d'une politique. C'est la vôtre. Tu es élu euh, de la majorité présidentielle. Tu es censé le savoir. Que la pauvreté augmente. Tu es censé savoir que les patrons que vous subventionnez avec des millions et des millions et des millions d'argent public s'engraissent justement sur l'argent public quand des étudiants ne trouvent pas de logement crous, quand il n'y a pas assez de place dans les universités, lorsque les étudiants demandent des places en master. Et j'en suis l'une des premières victimes parce que moi, actuellement, je suis en recherche d'un master et le fait d'avoir lancé cette plateforme qui est mon master, qui avait promis une poursuite d'études pour les étudiants, est en fait un outil à précarisation massif de la jeunesse. Et je pourrais aussi parler de Parcoursup, une aberration, un tri sélectif entre les étudiants, un tri social aussi entre les étudiants, parce que ça sera toujours les petits étudiants parisiens qui ont eu la chance d'avoir des parents qui peuvent financer leurs études, qui iront dans les grandes écoles, qui iront dans les grandes universités, et les étudiants de banlieue, les étudiants de quartier, les étudiants de campagne, qui n'auront accès seulement aux universités qui sont, entre gros guillemets, peut-être moins bien classées. Là-dessus, on ne peut être que d'accord, je pense. En tout cas, on ne peut pas t'enlever le fait que il n'y a pas de langue de bois. C'est-à-dire que quand il y a un constat à faire, tu le fais et Oui. tu reconnais tes Mais il y a les beaucoup de erreurs constats négatifs, sachant que vous êtes au Non, pouvoir. mais il les reconnaît pour Mais le alors coup, pourquoi c'est- vous, il faut y avoir vous n'adoptez le- pas notre programme? Le problème, en fait, c'est que on aimerait. Il y a plein de Ah, choses, vous aimeriez adopter notre programme? mais Ah bah c'est rejoignez la France sauf que Insoumise c'est alors. pas faisable. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. Comme on ne peut pas effacer la dette de la France de façon avec une baguette magique, il faut les financer. Et nous, on pense que développer l'économie, c'est la meilleure façon de financer nos politiques pour limiter la pauvreté. Et je pense qu'en plus, on a su quand même faire de l'intervention à certains moments, notamment pendant le Covid, en maintenant le salaire de tout le monde. Et malheureusement, il n'y a évidemment pas assez de formation, il n'y a pas assez de logement, c'est une galère. Et même moi, je galère pour avoir un logement. Malheureusement, il faut des années pour combattre ça. Et il faut de l'argent pour tout ça. Et le meilleur moyen, c'est C'est de finalement passer de à autre développer chose. l'économie. C'est de passer à autre chose. Et pas de tout effacer. Sur la question finalement aussi du ralliement, il y a une tactique qui a été d'ailleurs donnée par Emmanuel Macron ce matin en conférence de presse. Penses-tu que la tactique adoptée donc par la majorité de rallier les électeurs sociodémocrates et de droite libérale, on en parlait tout à l'heure, est-elle encore viable et surtout faisable aujourd'hui? Alors je pense qu'elle est tout à fait viable et d'ailleurs par exemple le MoDem était déjà associé à Valérie Pécresse avant Macron et beaucoup d'ailleurs d'élus du MoDem se sont maintenus à Valérie Pécresse parce qu'elle avait par exemple mené un très bon mandat à la région Île-de-France. Un très bon mandat. Ah, je te jure. Je te jure, franchement, le mandat, il est Bah, tip-top. on demandera aux Français, on demandera aux ouais. Franciliens pendant les élections régionales Ah, s'ils ont apprécié le mandat Ouais. de Valérie Pécresse. Ouais, non, mais après, malheureusement, c'est toujours difficile de parler des choses bien, mais quand même, elle a assaini les finances de la région de façon colossale. Elle a investi dans les transports en commun comme ça n'a jamais été le cas. Tu te dis quand même, on est aujourd'hui dans des métros qui datent des années 70, et là, tous les métros qui sont en train d'arriver, tous les nouveaux RER qui arrivent, c'est depuis Valérie Pécresse. Malheureusement, il n'y avait eu aucune commande de train, aucune commande de nouvelles lignes depuis plus de 30 ans sous le PS. Ce qui est intéressant, c'est que lors de mon premier passage dans cette émission, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en redébattre et de se revoir pour débattre, mais ma première émission, c'était sur l'enjeu des transports en commun. Est-ce que c'était un bien en danger? Et j'ai eu l'occasion justement de traiter justement du bilan de Valérie Pécresse face à un élu LR qui était fervent partisan du bilan de Valérie Pécresse. Et ce dont on se rend compte, c'est que le bilan de Valérie Pécresse, notamment sur la question des transports, est catastrophique. Concrètement, certes, il y a eu des rénovations, et je vais pas être le premier délataire de ce choix politique, mais derrière ces aménagements, il y a des travaux. Et ces travaux empêchent la circulation de nombreux franciliens, empêchent beaucoup de franciliens d'arriver au travail sans être en retard, augmentent le temps de transport de certains de nos concitoyens. Et au-delà de ça, concrètement,
Et je pense pas que vous êtes un fervent soutien que tu es un fervent soutien de Valérie Pécresse, mais il faut reconnaître que son bilan est mauvais et que, bien Les termes évidemment, sont dits. les Franciliens l'ont fait remarquer à plusieurs reprises, tant sur sa politique de transport que sur sa politique scolaire, en subventionnant le lycée Stanislas à hauteur de plusieurs millions d'euros quand elle supprime des dotations, des subventions à d'autres lycées. Mais on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Ne nous éloignons pas du Ouais, sujet. c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné, mais Sur bon, la c'est- viabilité, oui, de... Après, c'est des questions qui touchent notre quotidien en En tant que effet, oui. francilien, donc forcément. Mais je souhaitais quand même rappeler ça. Mais donc, voilà, il y a, je pense, une main à tendre vis-à-vis justement des électeurs LR. D'ailleurs, moi-même, avant d'arriver au Modem, j'étais LR et j'étais parti quand il y a eu l'annonce de Bellamy. Et je m'étais dit, non, mais non, moi, je peux pas être dans un parti qui est contre l'IVG, contre le mariage pour tous. Pendant plusieurs années, j'ai un peu erré, puis finalement, j'ai rencontré des élus du Tu as Modem. rencontré Bayrou et là, ça a été la grâce. Quoi. Ah, non, mais c'est vrai que, évidemment, quand. Je taquine. Tu sais, j'aime bien parler comme ça naturellement, mais évidemment, quand tu vois Bayrou, sur le premier coup, c'est difficile de tomber amoureux. Par Ah, contre- ça Par contre, bah, finalement, quand tu regardes ses idées, quand tu regardes que ça a été finalement le premier à dire, bah, écoutez, il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite, et que c'est lui qui a créé le centre. C'est aussi, Donc c'est un Macron avant l'heure. bah oui, et d'ailleurs, on a vu, et c'est pour ça qu'on a une si belle place, on va dire, dans la majorité présidentielle, c'est parce que c'est finalement lui qui a présidentialisé Emmanuel Macron à l'époque. C'était lui qui était légitime et qui a donné cette légitimité à Macron. Donc le Modem, on a toujours eu un peu cet équilibre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore ce lien à faire avec finalement les personnes de gauche qui ont notamment voté pour Glucksmann, qui sont des personnes modérées, qui se reconnaissent pas finalement dans les formules magiques de LFI et qui ne se reconnaissent pas non plus dans les politiques presque racistes, malheureusement, du Rassemblement national. Et finalement, Presque. Elles le sont. en fait, je ne veux pas Le Rassemblement national n'est plus raciste. je ne veux pas aller là-dedans parce que je ne veux pas en fait accabler les électeurs du Rassemblement national. Mais Je pense que concernant le programme. ah, bah là, par contre, il l'est, Concernant le oui. programme, on parle du programme, Oui, on parle pas des électeurs. Le programme est foncièrement raciste. ouais, on est d'accord. Merci. Mais je voulais le dire par rapport aux électeurs. Et donc, je pense que oui, il y a. Est-ce que tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Si la tactique finalement adoptée par Emmanuel Macron, parce que visiblement ça sera lui le chef de campagne, à moins que Gabriel Attal prenne le lead, mais bon, voilà. Est-ce que sa tactique de tenter de rallier à la fois les électeurs sociodémocrates qui sont partis vers Glucksmann aux dernières européennes et de droite libérale qui sont plutôt partis vers Bellamy un petit peu aux dernières européennes également, est-elle encore viable aujourd'hui? C'est-à-dire Eh créer ben. cette grande coalition. Édouard Philippe, ce matin sur RTL, du PS aux Républicains, créons une coalition républicaine. Est-ce Non, que c'est viable? Je pense que oui, c'est tout à fait viable. Je pense qu'il y a la majorité des Français qui sont finalement ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche, qui ont envie d'aider leur prochain, parce que le Français, je pense, c'est quand même par nature solidaire. Et est-ce que tu penses Mais que ça qui marche pensent en même encore? temps, je pense oui que la plupart des Français aujourd'hui, ils sont d'accord, ils se disent qu'on est dans un système. Par contre, il y a des abus qu'il faut contrôler évidemment. Mais je pense que voilà, il y a une solidarité qui est toujours là chez les Français, de gauche comme de droite, et qui finalement peuvent se retrouver chez Emmanuel Macron, qui sait aider les étudiants, qui sait Qui aider sait les aider les personnes étudiants. âgées, et qui sait aussi développer l'économie et finalement rassurer les Français dans une période où on est de plus en plus incertain. Parce que les sondages d'opinion disaient quand même que les Français étaient de plus en plus partisans, ou de nouveaux partisans, d'un clivage et vraiment marqué entre la droite et la gauche. Une droite marquée et une gauche marquée. Emmanuel Macron et sa majorité dans tout ça, est-ce qu'il y a encore la place, quoi? Est-ce qu'il y a encore une petite brèche En tout cas, elle semble quand même de plus en plus réduite. Alors, pour le Modem, qui est historiquement un grand soutien de la proportionnelle, je pense qu'il est toujours intéressant, effectivement, dans cette majorité, d'avoir différentes représentations, d'avoir ces débats en interne, d'avoir finalement les personnes qui ont plus une tendance de gauche pour finalement apporter des nouvelles idées, mais aussi ces personnes de droite, qui sont d'ailleurs souvent venues des collectivités, qui ont plus ce contrôle finalement de l'argent public. Et ensemble, on peut finalement mener des projets comme on a su mener depuis 2017. Noah, je te voyais réagir sur certains points. Bien,
pour être clair, hein, Sur la question que j'ai posée d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est encore viable, toi, cet arc entre je- le PS et les Républicains? je vais être clair, hein, mais votre monde, ton monde est fini. Les Français en veulent plus. Les Français en veulent plus et ça s'est remarqué par les résultats des élections européennes. Valérie Hayé a fait la moitié moins que son score en 2019. Parce que les Français en ont marre de votre politique. Les Français les Français expriment un certain ras-le-bol. Et ça s'est montré pendant les Gilets jaunes, pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, pendant les mobilisations contre la réforme du chômage et encore pendant les mobilisations contre la loi immigration. Et à aucun moment, vous ne les avez écoutés. Jamais. Et au contraire, au lieu de les écouter, vous les infantilisez. Toujours à dire vous n'avez pas compris. Nous avions bien expliqué, mais nous n'avons pas à s'expliquer. Il faut toujours plus de pédagogie. Mais les Français ont bien compris votre projet. Et votre projet, justement, c'est de toujours plus paupériser la France et servir sur un plateau d'argent le Rassemblement national aux clés du pouvoir. Alors, non, heureusement, j'espère que je tiens à te rassurer, ça n'a jamais été l'objectif. Ça ne le sera jamais et j'espère que ça ne donnera pas ces conséquences. Je pense que déjà au niveau local, on a fait un véritable travail de terrain. Avec des députés comme Adrien Goumy, on a vraiment fait du terrain, on a créé du lien. On a créé des mesures comme par exemple la réforme les réformes des associations qui se sont faites ici, nous, dans notre ville, avec les associations. Toutes ont été conviées pour apporter. Donc je pense que non, il y a quand même ça. Puis même Emmanuel Macron, c'est quand même le président qui avait lancé, après les événements des Gilets jaunes, la grande concertation, le grand débat. Ce qui a donné finalement une certaine je perds mes mots, tu vois. Parce qu'il n'y a rien, oui. C'est un vide. Il y a... Emmanuel Macron, pendant la crise des Gilets jaunes, avait proposé un cahier de doléances en proposant aux Français d'inscrire sur des dizaines de papiers des propositions, des mesures qu'ils souhaiteraient être mises en avant par le gouvernement. Et aujourd'hui, tous ces recueils se sont retrouvés dans les fins-fonds des bibliothèques des préfectures et n'ont jamais été lus une seule fois par le président de la République. Et il est là le problème. C'est que la démocratie, vous la proposez, mais vous n'en faites pas. Et justement, c'est pour ça que je dis que le Front populaire, désormais, est la seule alternative à votre monde pourri, concrètement. Alors, avec l'ensemble du bilan dont on a parlé jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait rendu ce monde plus pourri, mais justement plus fonctionnel, avec moins de chômage, plus d'emplois, plus d'attractivité internationale. Par contre, oui, je pense qu'il y a un véritable travail à faire sur nos institutions pour faire donner plus confiance aux Français, plus écouter les Français. Il y a eu des initiatives. Il y a eu la concertation sur l'écologie qui a donné d'ailleurs un certain nombre de résolutions. Et je pense qu'il y a ces initiatives, mais il faut aller plus loin. Et la France a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique. Alors, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez vite, mais il y a quand même un cap clair qui est donné. En fait, avec vous, la Macronie, ça ne va jamais assez vite, en fait. Ça ne va jamais assez vite. Mais quand est-ce que vous proposez des choses concrètes ? Comme nous proposons de passer à une transition écologique. Passer de plus en plus aux énergies renouvelables. Je sais que cette position fait faire débat, mais changer de modèle petit à petit en restant de moins en moins indépendant du nucléaire, par exemple. Limiter les véhicules thermiques aussi. Proposer des aides aussi, notamment à la transition climatique. Poser des éoliennes, par exemple, dans l'espace maritime. Je tiens à rappeler que la France a le 2e plus grand espace maritime économique du monde. Et on s'en sert pas. Alors, au niveau des choses concrètes, par exemple, sur la transition écologique, Emmanuel Macron a annoncé 7 constructions de centrales nucléaires. Pour la transition écologique. Tout à fait. Une construction d'EPR. Ouais. Ça rentre pas en contradiction avec... Alors ça, là-dessus, on peut en discuter, mais même il y a énormément d'écologistes aujourd'hui qui sont favorables au nucléaire parce qu'ils expliquent que finalement, c'est une énergie propre, c'est une énergie sans CO2. Et donc finalement, il faut aujourd'hui davantage développer le nucléaire pour rabaisser le prix des Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de Français s'en mordent les doigts d'avoir abandonné le nucléaire pendant 10, 15 ans, 20 ans, d'avoir finalement perdu une expertise qu'on avait en France qui permettait d'avoir une économie, une électricité peu chère et quand même renouvelable. Alors évidemment, il faut développer le renouvelable, et là-dessus aussi, il y a eu des initiatives.
Et au niveau des véhicules thermiques, d'ailleurs, je crois que ça a déjà été annoncé. Je crois il y aura la fin des véhicules thermiques en Europe en 2035. 35. Donc il y a eu quand même ces choses-là. Après, malheureusement, c'est difficile de faire tout rapidement. Tu sais, je vois à l'échelle de ma mairie comment c'est long de changer les choses. Il faut globalement 5-6 ans pour mener un projet. J'imagine bien qu'au niveau de la France, c'est tout aussi long, voire plus. Oui, donc pour toi, en résumé, sur la question de programme, etc., tu penses que voilà, il y a encore une possibilité et de ce que je comprends au niveau local, ça semble aussi se traduire, c'est-à-dire que la proximité de ton député Adrien Gomi, Ouais. C'est ça, fonctionne sur le terrain. C'est ça. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, je suis assez... voilà, on est un peu dans le débat d'idées. Je suis justement assez curieux de voir dans cette élection si finalement, est-ce que ça va être la tendance générale qui va finalement faire le vote, ou si c'est le travail local du député, qui soit d'ailleurs En Marche, PS, etc., qui va faire la différence. Ça, je suis très curieux de voir ça dans ce scrutin. C'est tout le jeu de la démocratie. On verra ça. Et d'ailleurs, un premier sondage est tombé il y a quelques instants, sondage Elab, qui donne alors, la coalition du Front Populaire et le Rassemblement National quasiment à égalité. 28% pour la coalition du Front Populaire et 30% pour le Rassemblement National. Et Renaissance à 18, 19. Donc il y a un gap. Il y a un gap à rattraper. Hein. Mais bon, en 3 semaines, on peut avoir des surprises. Si peut-être... Le travail du terrain aura apporté ses fruits. Et puis aussi, voilà, on a 3 semaines de débats, d'échanges. Et on verra... D'ailleurs, je crois que c'était justement le PS qui avait explosé aux européennes quelques semaines avant l'élection. Je pense qu'on peut encore réserver des belles surprises. Dernière question, avant de passer à Dans le vif, notre dernière rubrique de ce soir. Penses-tu que cette dissolution, parce qu'effectivement il y a cette proposition d'élargissement, mais malgré tout il y a quand même des voix dissonantes, il y a des gens qui se sentent trahis au sein de la majorité par rapport à la décision d'Emmanuel Macron. Voilà, quand ils ont appris dimanche soir la dissolution, voilà, ils pensent qu'ils sont tout simplement de la chair à canon, des fusibles comme ça des petits pantins, et penses-tu que cette dissolution peut entraîner une implosion de la coalition centriste, que ce soit dans l'Alliance avec le MoDem, Horizon, Territoire de Progrès, et même finalement au sein du Parti Renaissance? Et toi, quels sont les premiers échos que tu as eu sur le terrain? Alors, au niveau du terrain, dans les boucles. Honnêtement, oui, il y a eu bien sûr un choc déjà. Personne s'y attendait. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup d'incompréhension, parce que c'est vrai que le travail qui a été mené par la majorité présidentielle depuis 2 ans, c'est quand même focalisé sur des enjeux quand même, assez impopulaires. Comme avait dit Emmanuel Macron, ça lui fait pas plaisir d'augmenter l'âge de retraite des Français. Malheureusement, quand on est au pouvoir, on doit être en responsabilité et on doit être capable de mettre en place des mesures impopulaires. Et donc là-dessus, il y a eu tout ce travail-là. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile, effectivement, pour tous les députés qui vont arriver après ces réformes impopulaires, mais responsables. Mais de l'autre côté, il ne faut pas avoir peur de l'électeur. Il faut savoir justement montrer ça. Et je pense que ça peut aussi faire du bien, cette élection, un peu un coup d'électrochoc. Parce que je pense qu'on a eu un très bon bilan d'un point de vue économique. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de Français qui trouvent qu'on n'est pas allé assez loin dans l'aide des personnes en difficulté, dans la sécurité des Français. Pourtant, il y a eu quand même 2 fois plus de policiers sur le terrain depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a eu plus 15 milliards de budget. Effet, plus de policiers dans les manifestations, en effet. Oui. Non, les Français est d'abord là pour... Le policier est d'abord là pour garantir la sécurité des Français. C'est du maintien de l'ordre quand on tire au flashball à même pas 10 mètres du manifestant. Est-ce que c'est du maintien de l'ordre qu'on jette des gaz lacrymogènes à répétition sur des manifestants qui n'ont pas d'armes, qui ne sont pas violents, qui sont là justement pour manifester pour leurs droits, comme ils l'ont fait si bien pendant la réforme des retraites? Je tiens à rappeler qu'il y a eu des millions de Français qui ont descendu dans le pays pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, qui n'ont pas été écoutés de la part du gouvernement, qui n'ont pas été écoutés de la part de ton camp politique. Et je pense, encore une fois, et tu parlais des retraites, mais on va revenir sur les retraites, c'est pas responsable, justement, de dire aux personnes, écoutez, vous allez travailler plus longtemps, quitte à ce qu'on supprime tous les régimes spéciaux des personnes qui ont des critères de pénibilité, des personnes qui travaillent dans le médico-social, des personnes qui travaillent dans la périculture ou des personnes, par exemple, des éboueurs, qui ont vu leurs régimes spéciaux être supprimés.
je ne trouve pas ça responsable non plus d'utiliser tous les rouages de la Ve République pour faire passer une loi qui a été refusée par la plupart des Français et qui, de tous les cas, n'allait pas être votée Baptiste. par l'Assemblée nationale. N'as-tu pas peur que finalement, en voulant revenir, et d'ailleurs c'est ce que promet LFI comme le Rassemblement national, en revenant finalement à la retraite à 62 ans, voire à 60 ans, vous n'alliez pas justement détruire le système en appuyant dessus? Parce que quand même, quand tu regardes n'importe quel pays européen, les pays européens sont en moyenne à 64 ans, 65 ans d'âge de départ à la retraite. Nous, en France, on est beaucoup plus bas. On a quand même aujourd'hui une note qui n'arrête pas de baisser au niveau de la confiance des marchés vis-à-vis de la France. Là, on est passé d'ailleurs à A-. Donc ça veut dire qu'il faut faire quand même beaucoup de réformes pour redresser les finances publiques. Et n'as-tu pas peur qu'avec ces réformes sociales, qui évidemment, personne n'a envie de travailler plus, mais avec ces réformes sociales que j'appellerais un peu démagogiques, on ne détruise pas le système? Tu sais, l'histoire de France a toujours été axée vers le progrès. Pendant la révolution industrielle, lorsqu'on disait qu'il fallait arrêter le travail infantile, arrêter de faire travailler les enfants dans les usines, les grands patrons, les industriels disaient mais c'est pas possible, vous allez faire couler notre entreprise, vous êtes fous, il est nécessaire que ces enfants-là travaillent 20 heures par semaine, quitte à se briser les jambes, quitte à mourir sur le travail sans conditions de travail saines. Dans les années 70, avant que le président Mitterrand arrive au pouvoir, on disait que c'était impossible que les gens ne puissent pas travailler moins de 45 heures par semaine parce que ça allait mettre au genou l'économie. On disait, avant que le gouvernement Jospin mettre les 35 heures, qu'il était impossible de passer à 35 heures parce que ça allait ruiner l'économie. Et tu sais, au final, on a toujours eu des personnes pour nous dire que le progrès social, que les mesures en faveur de la réduction du temps de travail, en faveur de l'augmentation des meilleures conditions de travail, ont toujours été un frein pour l'économie. Et moi, je pense le contraire. Je pense que l'histoire de France, justement, s'inscrit dans le progrès sur une réduction du temps de travail, que ça soit dans le jour, dans la semaine ou dans la vie. Et c'est ce qu'on propose. Très bonne reprise du discours de Mitterrand justement sur la diminution des heures. Cependant, on n'est plus dans la même France. Et d'ailleurs, tu vois bien que depuis 20 ans, on a arrêté justement ces réformes sociales. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà sur un pays qui est ultra endetté, un pays qui a un déficit structurel de 3 à 4% qui est critiqué par l'Europe chaque année. Et aussi, on est dans une économie mondiale où aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans notre système et finalement le réformer. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un système de compétition internationale. On a des grandes difficultés avec la Russie, des difficultés, un conflit économique avec la Chine. On a aussi l'Inde qui est en train de se développer, qui va aussi devenir un compétiteur économique, même si on essaye de développer avec eux et à juste raison des alliances. Mais on est quand même aujourd'hui dans une compétition internationale et face à des Japonais, face à des Coréens qui travaillent 6 jours par semaine, face à des Chinois qui ont une économie avec des salaires beaucoup plus bas et donc finalement une meilleure compétitivité. N'as-tu pas peur finalement qu'avec ces réformes, on accélère le décrochage de la France? Et est-ce que c'est ton modèle, justement, d'avoir le modèle chinois où des personnes n'ont pas de conditions de travail, ont de très mauvaises conditions de travail, travaillent 6 jours par semaine, 50 heures par semaine? Est-ce que c'est ton modèle d'avoir des Japonais qui n'ont que 2 semaines de congés payés par an? Dernière réponse et après on fera une conclusion sur justement le Ok. risque d'implosion parce qu'on s'est un petit peu égaré, mais Bien c'est sûr. partie du débat, bien sûr. Alors non, bien sûr, c'est pas notre modèle, mais notre modèle, si on le fait pas évoluer, malheureusement, il finira par exploser et à ce moment-là, on peut arriver finalement pire que les Chinois, pire que les Japonais. Donc c'est pour ça que je pense vaut mieux avoir ces petites réformes qui font un peu évoluer le droit du travail Et qui font pour mal aux finalement Français, surtout. rester compétitif et rester dans la course. Et ce risque d'explosion au sein de la majorité du coup, sur le plan législatif, toi tu... Pour moi, j'ai pas peur de l'électeur, je lui fais confiance et donc je pense que justement cet électrochoc, il va faire du bien à la majorité et on en parlait pour finalement réinventer un peu son modèle. Messieurs, merci pour ces débats constructifs, loyaux et Ouais. une bonne entente, Très agréable. très pédagogique. Dernière rubrique, dans le vif, top jingle. Dans le vif, 1 minute, messieurs, chacun à votre tour. Je vais vous poser une question, surprise, et vous aurez 1 minute pour y répondre et pas une Avec de plus. réponse ou sans réponse? Sans réponse, voilà, Ok. pas de... Donc tu vas regarder la caméra qui est en face de toi, donc celle-ci, et puis Noah va regarder celle qui est
en face de lui. La question est finalement très simple et finalement plutôt attendue. 1 minute pour donner envie aux gens qui nous regardent et que l'on retrouvera en replay aussi, parce qu'il y aura beaucoup de réels, TikTok, Instagram, avec une équipe formidable menée par D'Artagnan pour mettre tout ça en boîte. 1 minute donc pour donner envie à l'un et l'autre de votre camp respectif de voter pour vous. Voilà, on va commencer par toi, Baptiste. 1 minute pour donner envie aux électrices et électeurs de voter pour la majorité présidentielle. Alors le 30 juin et le 7 juillet, il y a finalement 3 possibilités, 3 blocs qui vont se confronter. Un bloc finalement qui est sur le recul, qui est finalement sur l'idée de se dire là on est allé trop loin dans la découverte de l'autre. Moi je veux plus que mon voisin ait un nom qui vienne pas de mon petit village. J'en ai marre de ça. Je veux avoir la France finalement de mes grands-parents. De l'autre côté, il y a une France, un parti qui lui a des idées, a des grandes idées, mais on s'inquiète beaucoup sur la façon de se mettre en place. On a du mal à voir comment des mesures magiques, irréalisables vont aider notre pays. Et finalement, il y a ce que l'on a fait depuis 7 ans avec Emmanuel Macron et avec l'ensemble de ses députés, de pouvoir mettre en place une nouvelle république, une république qui incite les Français à se lancer dans les startups, qui incite les étrangers à venir. Aujourd'hui, jamais la France a eu autant de popularité, jamais notre musique n'a été autant écoutée, jamais on aura attiré autant de touristes, autant d'investissements étrangers. Et aujourd'hui et demain, on a les JO. On va voir le monde entier qui nous regarde. Quelle image on veut donner ? Est-ce qu'on veut montrer une image d'une France ouverte vers le monde, mais consciente de son environnement, ou idéaliste et réalisable, ou fermée sur elle ? Non, choisissez Emmanuel Macron, choisissez la majorité présidentielle pour un meilleur demain. Tu auras 5 secondes ou 6 secondes de rab, ne t'inquiète pas Noah. 1 minute pour donner envie aux électrices et électeurs de voter pour le nouveau Front Populaire. Écoutez, ces élections législatives sont décisives pour l'avenir de notre pays, pour l'histoire que nous souhaitons écrire pour notre patrie, pour notre pays, pour notre continent. Vous avez le choix entre un camp raciste, réactionnaire, libéral, qui propose une réduction des valeurs que la France porte, de liberté, d'égalité, de fraternité. Un camp ultralibéral qui propose de se soumettre aux lois de l'Union européenne, aux lois du marché, aux lois du capital. Et enfin, un camp populaire qui rassemble diverses variantes de gauche, des socialistes, des communistes, des écologistes, des insoumis, mais aussi des syndicats, des ONG, des intellectuels, qui sont tous réunis pour bâtir un front populaire, un monde meilleur et un combat plus juste avec une redistribution des richesses. Alors n'hésitez pas, le 30 juin et le 7 juillet, on peut construire un meilleur monde, on peut sortir de cette misère, de cette pauvreté que la Macronie nous propose. Un autre monde est possible avec le nouveau front populaire. Tout pile 1 minute. Bravo Noah, bravo également à Baptiste. À vos votes, j'allais dire à vos voix, mais à vos votes également. Je suis déjà projeté au 30 juin. À vos votes sur le Twitch, la discussion Twitch. Pendant quelques instants, vous allez pouvoir voter. 2 informations, tiens, pour faire patienter en attendant les résultats. La première information qui nous vient des Républicains, selon le journal Le Point. C'est cocasse, hein. Éric Ciotti n'a plus accès au code du compte Twitter des Républicains. Ce compte a été suspendu, c'est-à-dire qu'il y a 333 000 abonnés sur le compte des Républicains suspendus. Il n'existe plus ce soir. Wow. Et le compte Facebook est visiblement encore aux mains des pro-Ciotti et défend la ligne du président LR, alors que le X avait été repris par les anti-Ciotti. Et donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à bloquer le compte X qui n'existe plus ce soir. Donc il y a juste le Facebook pour piloter cela, c'est absolument incroyable. Et la seconde information, c'est selon Valeurs Actuelles, Marion Maréchal pourrait dès ce soir rejoindre le Rassemblement National et quitter Reconquête, suite donc à l'annonce qu'elle a elle-même faite en tout début de soirée. Une réaction sur sur les 2 informations finalement, d'abord les LR, très rapide. Mais écoutez, on notifie comme d'habitude l'opportunisme électoral de la droite. Je pense que là, on voit vraiment les blocs finalement se former et on voit finalement les LR qui étaient en train... On ne savait pas jusqu'où ils allaient tomber et là, voilà, on les voit imploser. Donc maintenant,
aux extrêmes d'aller aux extrêmes et aux gens ouverts d'esprit d'aller vers les gens ouverts d'esprit. Et sur Marion Maréchal, très court mot. Écoutez, Logique. ça sera Tout ça pour ça. tout ça pour ça, mais leurs idées ne sont pas trop éloignées finalement, et dans tous les cas, Sur le plan économique, quand même, mine de rien. Sur le plan économique, Qu'elle c'est soit, beaucoup plus libéral que... mais qu'elles soient fascistes libérales ou fascistes protectionnistes, ça reste fasciste. Donc dans tous les cas, dans les deux cas, on les combat. Écoutez, on va suivre ça avec attention durant les prochaines semaines. Peut-être dès vendredi. On va potentiellement, dès ce vendredi, vous proposer une autre émission. Ce n'est pas encore sûr et c'est pour ça, suivez-nous sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est lestribains.s à la fin pour suivre notre actualité. Et puis de toute façon, dès la semaine prochaine, on vous proposera 2 émissions par semaine, 2 débats. Voilà, avec soit 2 débattants, ou soit plusieurs... jusqu'à 4 dans le studio, donc on verra bien. Mais en tout cas, on sera au cœur de cette actualité législative. D'Artagnan et Nathan, est-ce qu'on a les résultats du vote de ce soir et du tribun de la semaine? Ça arrive. Ils ont pas pu voter. Non. Oui, c'est vrai que l'audience, elle est pas... Bon, soit, c'est vrai. On a eu une plutôt bonne audience au début. Ça a un peu baissé sur la fin, ça arrive. Les gens sont fatigués de les gens l'actualité sont- c'est ça. politique. Je peux comprendre. On va, mais à nous aussi de trouver d'autres moyens de... Voilà. Non, mais en tout cas, je suis fier d'avoir débattu ce soir, d'avoir mis en exergue le programme de l'extrême droite et d'avoir manifestement proposé une autre alternative. Et je suis aussi également assez content et fier d'avoir pu débattre avec un adversaire opposé politiquement, mais qui est respectueux et respectable. Enfin, idem. C'est vrai qu'on a souvent l'image du LFiste un peu enragé. Et là, tu as su montrer que, en fait, on peut discuter avec le LFI, que finalement, on a eu un débat vraiment ouvert d'esprit. Il n'y a pas eu d'attaque, il y a eu juste de l'échange sur les idées. Et j'espère que cette campagne permettra d'être moins dans l'exaspération et plus dans l'échange des idées. Joli mot de la fin. On me prévient que Nathan a les résultats. Messieurs, c'est à vous. C'est moi qui vais les... D'Artagnan. Donc on a eu les résultats et je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'émission, c'est que Noah et Baptiste ont eu 50% des votes. Ah bah écoutez, messieurs, Bah, félicitations. je vais... Il y a la couronne qui est ici. On me voit plus, mais on va me revoir. Voilà. Problème au milieu. La couronne, bon, c'est une Bah, couronne somme toute. écoute, voilà, et ben qu'on va pouvoir... Pour le Panthéon, car Voilà. finalement, On peut c'est l'avoir. la démocratie. C'est la démocratie qui Gagne. nous rassemble. Exactement, très belle image pour conclure. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité sur Instagram pour suivre nos prochaines émissions. Quand est-ce que, pardon, c'est la fatigue, on va les caler, etc. Restez connectés. À la semaine prochaine et peut-être dès vendredi. Au revoir.